Précédemment, dans la ville en jaune, quelque chose de terrible est arrivé dans Strasbourg. Alors que nos investigateurs étaient au cimetière, exprimant leurs derniers adieux à leur chef, la terre s'est soulevée, des cris ont résonné dans toute la ville, et elle s'est transformée, sous les yeux de nos détectives, complètement impuissants. Alors qu'ils couraient dans la rue, ils se sont fait surprendre par de l'eau à l'aspect rougeâtre. Puis le sol a glissé sous leurs pieds, leur faisant perdre connaissance. Tout est sombre autour de toi. Tu entends des cris, des pleurs. Puis, rompant les ténèbres environnants, une faible lumière te réchauffe le visage. Les frêles rayons blancs s'intensifient et se divisent en 3 boules qui s'élèvent dans les airs. Les 3 astres suspendus dans le ciel deviennent incandescents. Comme une éclipse de lumière, le blanc laisse place à un disque jaune qui illumine toute la scène. L'eau monte jusqu'à tes chevilles. Autour de toi, un horizon de désolation et de bâtiments en ruine. Dans ce chaos de débris, certains détails te semblent familiers. Cette rue, elle mène à la place Kléber. Tu restes un instant figé, écrasé par le poids du souvenir et de la mort qui règne dans l'air ambiant. Au prix d'un effort indicible, tu reprends ta marche, aussi rapidement que tes jambes épuisées te le permettent. Après avoir passé un énième bâtiment effondré, tu atteins la fameuse place. Ici, pas de charmant espace pavé, pas de foule qui se bouscule, disparus les arbres, disparue la statue du général, disparus les cafés tumultueux qui animaient cet endroit de jour comme de nuit. Ici, tu ne vois qu'une immense structure, une pyramide noire écrasante qui s'élève sinistrement au-dessus des décombres environnants, dérobant à tes yeux le clocher de la cathédrale de Notre-Dame de Strasbourg. À contre-jour, au-dessus de ce titan d'obscurité, les 3 soleils brillent intensément. Tu t'avances silencieusement vers cette forme. Soudain, tu es pris de nausée. Cette pyramide, ce n'est pas un bâtiment. C'est un monticule de cadavres agglutinés, enchevêtrés. Un charnier absurde de femmes, d'hommes et d'enfants inanimés, désarticulés, couverts de mouches et de sang séché. Cette vision d'horreur t'assomme. Ta tête tourne. Tu as l'impression que tu vas sombrer. Dans ce désordre de pensée, tes sens désorientés perçoivent un bruit. Quelque chose tombe de la pyramide. Tu prêtes à peine attention à la tête mutilée qui roule à tes pieds, car en haut, tu remarques une silhouette, et elle t'a vu aussi. Tu essaies de sortir de ta torpeur, de regarder, de comprendre. La silhouette te paraît au premier abord humaine, puis tu remarques des excroissances, des tentacules qui s'échappent de son corps. Tu ne vois plus que ça, une nouvelle attaque à ta raison déjà plus que tourmentée. Derrière, les 3 soleils sont descendus l'illuminer cette détestable chimère. Elle tend la main vers toi. La lumière plus forte redessine l'environnement autour de toi. Tu te rends compte alors que tu patauges dans le sang. La pyramide de cadavres ruisselle abondamment, diffusant le liquide rouge dans l'eau de la ville inondée. Tu entends une voix. Viens à moi, Martha. La main toujours tendue, tu devines que la silhouette te regarde plus intensément. La chaleur que tu ressentais se transforme en un brasier qui te brûle atrocement. Tes mains partent en lambeaux sous l'effet de la chaleur, et tu regardes une dernière fois cette forme derrière laquelle un trône a émergé du tas de Maccabées avant de te consumer complètement. Martha, tu reprends ta respiration en te relevant violemment. Ton cœur hurle dans ta tête, tes yeux s'ouvrent péniblement. Tu es allongé sur une couchette de paille. Dans la petite pièce en pierre, 3 autres lits sont à côté du tien. Tes amis sont là et discutent négligemment. Tu as une sensation étrange. Ta peau te gratte. Tu as l'impression qu'elle ne bouge pas complètement en adéquation avec tes mouvements. Pas comme d'habitude en tout cas. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais on est où? Je sais pas du tout. Soudain, un bruit de pas retentit, suivi d'un désagréable grincement de porte. Je recule à l'opposé. Vous reconnaissez la personne qui entre. Il s'agit du commissaire. On est où là? On est dans la tour Henri. Je ne sais pas comment Une deuxième personne se glisse dans l'entrebâillement de la porte. Âgé de la trentaine, cheveux courts, bruns, il a une grosse balafre sur le front. Bonjour, ça va ici? Mais on reprend juste nos esprits, on sait pas trop où on est, on sait pas trop ce qui vient de se passer. Oui, c'est compliqué pour tout le monde. On est un peu tous perdus. On peut sortir d'ici? Oui, mais avant ça, il faut prendre quelques précautions. Aucun d'entre vous n'a de symptômes étranges, quelque chose d'inhabituel?
Non mais, enfin, je veux dire, mais vous allez nous expliquer la situation? Enfin, on se réveille là et vous nous dites si on se sent bizarre, mais enfin, bah oui, on se sent bizarre, mais Ok, je pense que le voir, ce sera plus facile. C'est vraiment inexplicable. J'ai aucun mot pour décrire ça. On vous ouvre la porte en bois et l'homme vous invite à le suivre. Vous commencez à descendre les escaliers en colimaçon de la tour. Bizarrement, les meurtrières ont été calfeutrées avec du carton. Lorsque vous descendez, vous passez à côté du premier étage, dont la pièce est bloquée par une grande porte en bois. Vous commencez à entendre du bruit. Il y a du monde en bas. Plus vous descendez et plus vous ressentez un malaise. Une lumière jaune illumine le bas de l'escalier. Les gens vous dévisagent quand vous descendez les dernières marches. Le bas de la tour vous permet de stocker un peu de matériel, dont un bureau sur lequel est entreposé divers papiers, lampes ou ustensiles. À côté, un vieil homme étudie le corps de 3 personnes allongées sur le sol. Le rez-de-chaussée s'ouvre sur l'extérieur par plusieurs portes brisées ou disparues. L'effondrement général de la ville a aussi provoqué plusieurs brèches dans les murs. Au dehors, une palissade et des barricades, construites avec des matériaux et objets hétéroclites tout autour du bâtiment, forment une cour plus ou moins protégée. Au-delà, un ciel jaune illumine une Strasbourg difficilement reconnaissable. 3 soleils éclairent ce chaos d'un jaune vif. Parfois, on peut apercevoir des formes noires voler devant eux. À côté de ces soleils, des étoiles noires sont inscrites dans le jaune du ciel. C'est compliqué pour tout le monde. Personne ne comprend ce qu'il s'est passé. On ne peut plus sortir de Strasbourg. C'est fou ce que je vais vous dire, mais aux abords de la ville, il y a comme un dôme, une fenêtre, quelque chose qui nous empêche de sortir. non mais comment on est arrivé là déjà? On vous a trouvé dans la rue, tous évanouis. Le commissaire nous a aidés à vous ramener, et c'est d'ailleurs lui qui nous a conseillé cet endroit. On a très vite érigé des barricades, et en quelques heures, on avait ce campement. Et vous avez des noms, une liste de noms? Vous savez si mes parents sont là? Malheureusement, c'est arrivé si vite, on n'a pas eu le temps encore de recenser tous ceux qui sont là. Martha, le commissaire te regarde, le regard plein de tristesse. Il te fait un signe négatif avec sa tête. Soudain, un cri se fait entendre, résonnant dans la ville. Et ça, c'était quoi, commissaire? Ce sont... c'était les anciens citoyens de Strasbourg. Certains ont changé. Ils sont devenus autre chose. Mais j'y pense. Vous avez peut-être faim. Là-bas, nous servons des rations de nourriture. Nous pourrons reparler de tout ça quand vous aurez repris des forces. Ça fait déjà beaucoup d'un coup pour vous. En effet, dans la cour, une file d'attente s'est créée devant ce qui vous semble être une distribution de nourriture. Vous vous avancez, car il est vrai que vous êtes tous affamés. Moi, je scrute les visages des survivants. Tu regardes partout autour de toi, mais aucune trace de tes parents. On vous sert de la nourriture, une petite ration de pain. Vous mangez dans le silence, en regardant autour de vous. Martha, tu es toujours inquiète, mais on finit de vous faire le tour des lieux. On vous présente une carte de la ville de Strasbourg, griffonnée, annotée, commentée. Toutes les informations qui ont pu être recueillies sur comment est devenue la ville a été rassemblée sur ce plan. D'ailleurs, les 3 blessés allongés dans le hall d'entrée faisaient partie d'un groupe d'explorateurs envoyés pour cartographier la ville. Plusieurs quartiers ont été rayés tout entiers au feutre rouge. Ils n'existent tout simplement plus, complètement annihilés. Des légendes écrites hâtivement semblent désordonnées, sans hiérarchie, sans distinction de thème ou d'importance. Rues inondées, matériel, nourriture, ou encore quelque chose qui vous marque, un feu jaune dévorant tout ce qu'il touche, serpentant dans les rues et s'élevant jusqu'aux cieux. Son foyer correspond à la localisation de l'ancienne place Kléber. Moi, je demande au commissaire et à l'autre, là, savoir s'ils ont besoin d'aide pour faire des trucs, pour... Eh bien, oui, on est en train de renforcer les barricades. Si vous voulez venir, votre aide ne sera pas de trop. Tu commences donc à partir avec le commissaire. Georges vous emboîte le pas. Elisabeth, tu t'approches du médecin qui s'occupe des blessés. Je peux vous aider? Vous vous sentez pas bien? Si, ça va. Je viens de m'éveiller et tout va bien. Mais comme je suis médecin, c'est plutôt moi qui viens vous proposer de l'aide. Vous étiez au 2e étage, si je ne me trompe pas. Vous arrivez à digérer la nouvelle? Faut faire avec. C'est pas... je réalise pas vraiment encore. J'ai besoin de m'occuper l'esprit. Albert, enchanté. Elisabeth, enchantée.
Il y a beaucoup de blessés qui arrivent. Eh bien, en ce moment, un peu moins. Au départ, nous avons réussi à trouver plusieurs survivants, mais dans l'eau, beaucoup ne sont jamais arrivés jusqu'ici. Je suis venu avec un groupe dont la moitié n'est plus là. Certains sont décédés de folie subite, et quant aux autres, ils sont devenus autre chose. C'était comme un virus qui les a rongés en quelques heures. Il y a déjà des infectés ici. Vous avez une zone de quarantaine. Vous fonctionnez comment? Malheureusement, nous n'avons pas eu les moyens ni le temps de mettre en place un système de quarantaine sophistiqué. Au moindre doute, nous n'acceptons pas les personnes. J'ai pris quelques notes sur ce que je pensais être des symptômes, mais rien de concret. De nombreuses entailles, la peau qui gratte, parfois des protubérances à divers endroits du corps et un discours peu rationnel. Ce sont les premières observations que j'ai pu faire de ceux qui arpentent Strasbourg. Mais c'est-à-dire qu'il y a des patrouilles qui zonent la ville? Oui, on peut appeler ça des patrouilles, mais je ne les considère plus comme des humains. Ils ont un discours qui n'a plus aucun sens. Et leurs actions, mon Dieu, ils font des choses inimaginables. Les cris qu'on entend parfois dans la ville, c'est qu'une personne leur est tombée sous la main. Ils la torturent pour essayer de la faire devenir comme eux. Enfin, bref. Si vous voulez m'aider, c'est avec plaisir. Oui, bien sûr. Elisabeth, tu aides le médecin à prendre soin de ses patients. Tu remarques que les 3 blessés souffrent chacun des mêmes symptômes. Quelques légères entailles peu profondes dans la chair, de la fièvre, et leur visage grimaçant montrent qu'ils ne sont pas en train de faire de beaux rêves. Martha, quant à toi, tu circules entre les réfugiés du camp, mais toujours aucune trace de tes parents. Tu te poses sur les marches de la tour, ressassant des souvenirs. Le temps passe, mais le ciel ne change jamais. Cette fois, une petite réunion a lieu au centre de la tour pour déterminer qui sera de garde pendant que le campement se repose. Moi, je me porte volontaire. Tu te portes volontaire avec Georges, ainsi qu'un groupe de 8 personnes. Chacun de vous en binôme doit surveiller une entrée possible du camp. On vous donne un fusil en vous expliquant comment s'en servir et vous vous installez à votre poste. Derrière de longs poteaux en bois, vous apercevez un des ponts de la ville qui s'est étiré sur une vingtaine de mètres. La rivière passant en dessous, devenant une crevasse d'une profondeur abyssale. Vous ne savez pas combien de temps s'écoule, mais vous remplissez votre rôle de surveillance. Parfois, vous entendez au loin des cris qui vous glacent le sang, puis qui s'évanouissent aussitôt. Le silence est à nouveau brisé, mais cette fois par une agitation qui se profile un peu plus loin. Sortant de l'angle d'une rue, un groupe d'une dizaine de personnes se dirige vers le pont qui mène à votre camp. Ils ont des habits en mauvais état, quelques blessures, et ils semblent tous exténués. Je crois qu'il faudrait qu'on prévienne quelqu'un parce qu'on sait pas ce qu'il faut faire dans ce cas-là, Reynald. Du coup, je dis aux Strogarde, regardez, là-bas, il y a des gens. Les autres gardes viennent vers vous. Certains sont paniqués. De nouveaux arrivants, ça complique les choses. Comment savoir s'ils ne sont pas aussi dérangés que ceux de l'extérieur? Alors que dans le camp, les questions s'accumulent, vous entendez au loin des appels à l'aide. Sur le pont, les gens vous font des signes. Ils implorent votre pitié de les laisser entrer. Martha, tu reconnais une voix, celle de ta mère. Tu escalades frénétiquement la barricade à côté de toi pour prendre de la hauteur, et tu aperçois tes 2 parents mêlés au petit groupe d'arrivants. Ouvrez la barricade, vite. Non, mais ils sont peut-être dangereux. Ils sont peut-être dangereux, c'est mes parents derrière. Maman, papa, je suis là. Martha, c'est toi? Oui, c'est moi, je suis là. On pensait jamais te revoir. Je pousse du coude le commissaire et je fais ouvrez, allez, dépêchez. Attendez, on ne peut pas laisser entrer n'importe qui. Vous n'avez pas vu ce qu'il y a à l'extérieur. Comment ça, on peut pas? Et je me jette sur la barricade pour essayer de l'enlever moi-même. Tu commences à arracher la planche en bois qui soutient la porte du passage d'entrée. Une cohue se crée, certains cherchant à t'aider à ouvrir la porte, alors que d'autres font tout pour t'en empêcher. Moi, j'essaye de voir avec le commissaire s'il n'y a pas moyen de mettre ces gens à l'abri sans les intégrer clairement au groupe. On peut pas les mettre quelque part. Une zone de quarantaine, quoi. Oui, une zone de quarantaine, ce serait une bonne idée. Nicolas a déjà prévu la zone au premier étage pour surveiller les nouveaux venus. Nicolas s'avance. Calmez-vous, ne vous laissez pas posséder par la peur. Nous sommes ici tous ensemble, et ces gens sont comme nous. Pour plus de sûreté, nous allons les mettre au premier étage de la tour. Le médecin ira les examiner. À ces mots, la plupart des gens se calment. Mais toi, Martha, tu redoubles d'efforts. Martha, attendez quelques instants, s'il vous plaît. Attendre quoi? La pièce de quarantaine est bientôt terminée. On va pas attendre ici, ils se font attaquer à l'extérieur.
Non, il faut vraiment pas qu'on prenne de risques, donc il y en a pas pour longtemps. Je le repousse et je continue. Tu parviens à créer une petite ouverture. Tu entends la voix de tes parents et tu vois une partie de leur visage. Ils sont en larmes en te voyant. Ta mère fait passer sa main pour te toucher le visage. Ils sont vraiment heureux de te revoir. Quand je vois cette scène assez forte en émotion, je m'approche pour aider Martha. Tu viens en aide à Martha. Dégageant encore quelques planches, elle arrive à passer son avant-bras pour serrer ses parents. Ce que tu remarques, toi, Elisabeth, c'est que leurs doigts sont trempés. Son père a énormément d'écorchures sur l'avant-bras et plusieurs de ses ongles sont tombés. Au fond, quelqu'un se gratte le ventre de manière énergique. Je me recherche les comportements suspects dans le groupe, s'il y en a qui... L'homme qui se gratte est facilement visible pour vous depuis le point d'observation. Il titube d'avant en arrière. Vous repérez quelques spasmes et puis soudain, il s'arrête. Martha, Elisabeth, Nicolas est venu pour vous aider à ouvrir. Attendez, il y a quelque chose de bizarre. L'homme dans le fond se met à exploser de rire. Il recommence de plus en plus fort à se gratter. Son ventre se met à saigner et dans un fou rire, vous l'entendez crier « Le roi est là ». Martha, tu ne vois pas ce qui se passe dans le fond, mais tu entendais crier cette phrase. Tes parents se retournent paniqués. Quant à toi, Reynald, tu lâches ton arme de peur. L'homme, toujours hilar, s'écorche vif, arrachant des lambeaux de peau qui tombent sur le sol dans une chorégraphie écœurante. Non, mais vite, laissez-les rentrer. Mais moi je lui dis, mais on peut pas les abandonner, faut les sauver eux aussi. Et je continue avec Martha. Ouvrez la porte, vite! Vise cette espèce de truc qui s'effiloche. Et j'essaie d'y tirer dans la bidoche ou dans ce qui reste, quoi. Georges, tu as tiré sur l'homme au comportement étrange. Mais lorsque la balle le touche, son corps explose. Les morceaux de chair sont propulsés dans un tourbillon immonde qui éclabousse les gens autour de lui ou s'écrase contre la barricade. Reynald, frappé de stupeur, tu tombes en arrière. Tu es un peu sonné, perdu au milieu de la panique et des cris de terreur. Tu fixes ce ciel jaune en priant pour que tout cela s'arrête. Mais bien loin d'être exaucé, tu vois les lambeaux de peau s'élever et flotter en direction de la voûte jaune qui te surplombe. Le son des cris agonise pour laisser place à un silence entêtant encore plus effrayant. Puis, une voix résonne dans ta tête. Le roi est là. Tu t'abandonnes à un évanouissement bienvenu et libérateur. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grillsby Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.